Bonjour, c'est Rachida de Sentez-vous bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau le docteur Anthony Fardet, chercheur en nutrition préventive et holistique. C'est ça. Bonjour Anthony. Bonjour Rachida. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, ouais. Eh oui, quasiment. Ça va être une bonne mise au point, je pense. Ouais, il y a 2 bien. ans, c'était en mai qu'on s'est vu. C'était 3 semaines avant la sortie de mon bouquin. J'attrape tout de suite d'ailleurs. Hop, Voilà. hop, qui est là, qui a Et été. que j'ai c'était, lu. d'ailleurs, je te remercie beaucoup parce que c'était la première interview en lien avec mon bouquin, la toute première, Ouais. en mai 2017, 3 semaines avant la sortie. Et ça a permis aussi de faire connaître, avant qu'il sorte, Le livre. le livre, son contenu et puis la nouvelle approche scientifique que je défends, quoi. Voilà, un livre qui remporte un véritable succès. Voilà, je pense qu'on peut dire. Oui, hein, oui, je pense que aujourd'hui, le message est bien passé. Les gens se sont assez vite appropriés le concept d'ultra transformé. Je pense que ça parle bien aux gens, ils le comprennent assez intuitivement. Même les tout jeunes, les tout jeunes comprennent très vite. Par exemple, des fois je fais des tests, je donne un aliment, en peu transformé, normalement et ultra. Et des fois, je demande aux enfants de les classer, en fait. Et en fait, D'accord. ils comprennent très bien. Ils se font jamais d'erreur, ils voient tout de suite comment les classer. Donc, c'est un concept qui est assez intuitif et que les gens se sont assez facilement appropriés. Et ça, c'est bien parce que le but, c'est quand même d'aider la société. Ouais, c'est ça, je pense que c'est aussi important que tu le rappelles, que ton message aujourd'hui, ta mission, quelque part, c'est vraiment d'aider chacun d'entre nous à mieux manger pour préserver notre santé. Oui, le but, le but, en fait, c'est comment les gens, tout le monde peut se réapproprier la nutrition. Moi, j'aime mieux parler encore d'alimentation, parce qu'il y a le mot aliment qui est pour moi encore plus global. C'est comment les gens peuvent se réapproprier leur alimentation, parce que c'est tellement simple de bien se nourrir, que c'est dommage qu'on soit arrivé dans une telle confusion. Et donc, mon objectif, c'est donc que l'alimentation se démocratise, que chacun puisse se l'approprier et sache très facilement comment bien manger. Simplement. Pour leur santé, simplement, mais aussi pour leur santé, pour la planète et pour le bien-être animal. Donc, quel est le régime, on va dire, idéal pour protéger ce que j'appelle les 3 dimensions de la vie sur Terre, c'est-à-dire l'environnement, les animaux et la santé humaine. Et voilà, manger bien, pour nous, c'est aussi préserver notre environnement, préserver notre planète. Et c'est aussi pour ça que ton approche est holistique. Oui. Tu tiens aussi en compte tous ces différents critères. Oui, alors en fait, je crois qu'on n'avait pas beaucoup parlé d'ailleurs il y a 2 ans et j'ai pas mal avancé sur cette réflexion. C'est la règle des 3 V, donc c'est une règle que j'ai élaborée à partir des données scientifiques. Pour faire simple, en fait, toute la science montre que le régime protecteur universel, c'est un régime qui est riche en produits végétaux, pas trop transformés et variés. Donc j'ai appelé ça la règle des 3 V, végétal, vrai, varié. Voilà. Et donc cette règle est scientifique parce que toute la science concourt à montrer que ce régime est protecteur. On retrouve par exemple le régime Okinawa, méditerranéen, végétarien, prudent. Tous ces régimes protecteurs sur la planète obéissent de cette règle des 3 V. Tout à fait, oui. Donc en fait, c'est à la fois scientifique et puis d'ailleurs il y a le rapport de la commission Eat-Lancet qui a été publié il y a 2 mois maintenant, qui a réuni plus de 30 experts sur 15 pays et ils sont arrivés aussi à des conclusions tout à fait similaires. C'est-à-dire que le régime qui protège est en effet un produit d'abord riche en produits végétaux, pas trop transformés et variés. Donc cette règle est aussi holistique, c'est-à-dire globale, c'est dans le sens où quand vous la suivez, vous protégez à la fois votre santé, le bien-être animal et l'environnement. Et vous pouvez même protéger les traditions culinaires, les petits producteurs, la vie sociale, etc. Donc c'est une règle qui est très englobante et plus on est holistique, si vous voulez, plus avec soi on embarque de choses. Par contre, plus on est réductionniste dans sa recommandation, moins on embarque avec nous de choses. Parce que, par exemple, si on fait une recommandation que sur le sucre, eh bien, si on parle que de sucre, on va peut-être pas embarquer le bien-être animal, la protection de l'environnement, la vie sociale et les petits producteurs. Donc, plus la cible est globale et holistique, plus on a de chances d'englober beaucoup de choses, un peu comme des poupées russes, si vous voulez. Donc, la règle des 3 V, c'est la plus grande poupée russe qui englobe tout le reste. Et elle englobe même votre équilibre nutritionnel, parce qu'en mangeant végétal vrai varié, il n'y a même plus besoin de se préoccuper des nutriments pris isolément, c'est-à-dire oméga 3, oméga 6, saturés, insaturés, polyinsaturés, minéraux, vitamines, fibres, amidon, etc. Normalement, on a nos apports. Avec les 3 V, vous n'avez plus besoin de vous en préoccuper parce que vous êtes sûr de manger équilibré pour tous les nutriments. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien. Pas de calcul à faire. Non, il n'y a pas de calcul, voilà. Donc ça simplifie tout. Et les gens peuvent facilement se réapproprier. Alors j'énumère vite ces 3 règles. La règle 1,
Ça veut dire ne pas dépasser 15% de calories quotidiennes en produits animaux. Donc ça veut dire 2 à 3 portions par jour, une le matin par exemple, une l'après-midi et le soir, c'est pas obligatoire. D'accord. Les produits laitiers sont inclus dans les portions animales, les œufs, tous les insectes, la viande, bien même évidemment. ceux qui mangent des insectes. Les vers. Mais par contre, il y a aussi le V de varier, donc c'est manger dans ces 15% de calories animales, il faut aussi varier. Voilà. Parce que si on mange que du poisson et tout le monde mange que du poisson, il n'y aura plus de stock de poisson pour la planète. Donc il faut varier ces 15%. Dans la deuxième règle, le vrai, c'est peut-être la plus difficile parce que la transformation des aliments, c'est pas simple pour tout le monde. Alors manger vrai, ça veut dire par opposition à manger faux. Faux quoi? Les aliments ultra transformés, les aliments, ce que j'ai appelé les fake food. Donc je préconise, ce qui est un seuil de précaution, de ne pas dépasser 15% pareil de calories ultra transformées, c'est-à-dire 1 à 2 portions par jour. Et enfin, varier, mais varier des vrais aliments. Parce que si vous variez des aliments ultra transformés, vous auriez, comme ce sont beaucoup de calories vides, c'est-à-dire pauvres en micronutriments protecteurs, la variété dans ces aliments n'a pas de sens. Donc c'est une variété de vrais aliments, c'est-à-dire avec une variété de produits animaux et une grande variété de produits végétaux, parce que plus vous allez manger varié, plus vous avez de chances de diversifier les antioxydants, les minéraux, les vitamines et les fibres, parce que dans ces 4 catégories, vous avez aussi des fibres de qualité différentes, solubles, insolubles. Et des molécules avec des propriétés biologiques, antioxydantes, comme tu as dit, anticancéreuses, protectrices du cerveau, hypocholestérolémiants, hypoglycémiantes, lipotropes pour lutter contre la stéatose hépatique. Et tu en parles d'ailleurs, tu cites une étude où ils ont comparé des groupes de femmes qui consommaient soit 4 groupes d'aliments végétaux, alors 18. C'est ça, c'est 5 et 18, c'est-à-dire ils ont gardé la même quantité calorique, le même apport en glucides, lipides, protéines, mais ils ont juste changé la variabilité botanique. Et entre celles qui consommaient seulement 5 variétés botaniques de végétaux et les autres 18, bien celles qui en consommaient 18 avaient des marqueurs du statut antioxydant qui était significativement amélioré. D'accord. Donc manger varié. Voilà pourquoi il faut manger varié, parce qu'on entend beaucoup, mais souvent on ne sait pas forcément pourquoi. C'est pour apporter tout ce qu'il faut à l'organisme et pour vraiment bénéficier de tous ces bienfaits, de toutes ces propriétés biologiques qu'ont les aliments végétaux. Par exemple, dans les antioxydants, vous pouvez avoir plus d'une 50aine de molécules dans la nature qui sont antioxydantes, mais qui ne sont pas les mêmes. Et donc, pourquoi manger varié? Parce que ces molécules vont agir en synergie. Complètement. Je prends juste l'exemple de par exemple, la vitamine E est un antioxydant lipidique, lipophile, qui va prévenir l'oxydation, par exemple, des membranes des cellules. Mais la vitamine E, par le mécanisme d'oxydoréduction, devient, une fois qu'il a agi en tant qu'antioxydant, devient un radical libre. Le radical tocophéryl. Donc, la vitamine E a besoin d'être régénérée, par exemple par la vitamine C, mais la vitamine C, en régénérant la vitamine E, devient elle aussi un radical, le radical ascorbyle. Et donc la vitamine C, c'est des cascades. La vitamine C a besoin d'être régénérée, et elle est régénérée par le glutathion, qui est un des plus puissants antioxydants de l'organisme humain, naturel, qui termine la chaîne en fait. D'accord. Donc vous voyez, si on n'a pas il faut aussi dans les antioxydants, des antioxydants différents. Donc vous comprenez après que de prendre juste un antioxydant, l'extraire et après de le vendre à forte dose, comme on essaye de le faire des fois avec des compléments, ça marche plus. Ça marche plus parce qu'il y a une perte de synergie en fait. Complètement. Donc il vaut mieux avoir plein de petits oxydants différents qu'en avoir un gros, un seul en pleine quantité. C'est ça. Il faut mieux à petite dose une grande diversité d'antioxydants qu'un ou deux à grande quantité. Du coup, moi je voulais aussi en revenir un petit peu à ton message qui depuis 2 ans a vraiment toucher le public, le grand public. Je l'ai vu entre autres par rapport à tes vidéos. Tu as quasiment 11 millions de vues sur les réseaux sociaux. Oui, si on prend tous les interviews et les émissions de télé sur les ultra transformés, on s'approche des 11 millions. Donc ce qui montre vraiment l'impact de ton message et à quel point les gens se sentent sensibilisés autour de ça. Et je pense certainement, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau des industriels. Maintenant, quelles sont leurs réactions par rapport à ta démarche? Est-ce qu'il y a un ressenti, par exemple, de la vente des produits ultra transformés au sein des grandes surfaces? Est-ce que toi, par exemple, tu as des chiffres par rapport à ça? Alors non, j'ai pas de chiffres par rapport à ça. Ça, je sais pas. C'est peut-être encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt. Mais par contre, non, je pense que de toute façon, on vit vraiment dans une période de grands changements, de bouleversements au niveau alimentaire. Les gens veulent vraiment
C'est pas moi le premier qui l'ai dit, hein. Même la grande distribution s'en était déjà rendu compte avant que je sorte mon livre. Hein. Tous les indicateurs montrent que les gens maintenant veulent aller vers des aliments sains, plus naturels, avec moins d'ingrédients et d'additifs industriels. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, les industriels, la grande distribution. Donc je pense que oui, il y a une espèce de vague de fond qui est en train d'évoluer. Et je pense que les industriels et la grande distribution savent évoluer et ont perçu cette tendance, donc on peut voir quand même des évolutions. Bien sûr, l'idée, c'est pas de les tailler, de leur dire arrêtez de consommer leurs produits. C'est, d'une part, on peut en consommer, mais raisonnablement. Voilà. Et c'était pas du tout d'interdire n'importe quel aliment. Et puis l'idée, c'est aussi eux aussi s'adapter à la demande. Avec un public qui est de plus en plus sensibilisé à vouloir mieux manger, ils seront forcément obligés de s'adapter aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est d'essayer de tirer l'alimentation vers le haut. Une alimentation de valeur qui protège la santé, l'environnement, la planète. Et je pense que tout le monde peut être gagnant dans cette démarche. Complètement, bien sûr. Ça peut être un changement un peu douloureux parce qu'on a l'impression que ça va un peu vite, mais je pense qu'à long terme, tout le monde sera gagnant. Et puis après, oui, on peut voir par exemple des grandes marques de grandes entreprises agroalimentaires qui commencent à sortir des aliments avec moins d'ingrédients et d'additifs. On voit la grande distribution qui font des publicités. Assez étonnante d'ailleurs, où ils disent qu'ils retirent des produits par rapport à certains additifs. Oui, donc il y a vraiment. C'est en train de je crois vraiment que les gens ont envie de revenir vers quelque chose de plus simple au niveau alimentation. Et donc moi, c'est ce que je préconise, c'est-à-dire de revenir. Quand je dis manger vrai, ça veut dire revenir à manger des vrais aliments. Et donc il faut bien préciser quand même que les aliments ultra transformés, ce n'est pas tous les aliments industriels, ce n'est qu'une fraction des aliments industriels. On peut très bien manger industriel, et ça c'est important de le souligner, et de bonne qualité. Il y a beaucoup d'industries qui font des aliments tout à fait de très bonne qualité. Très bonne qualité, bien sûr. Vous pouvez trouver les pâtes alimentaires, les pâtes complètes, il y a des conserves, il peut y avoir des légumes surgelés, congelés. Vous avez des entreprises qui font des produits céréaliers dans la région peu transformés. À la région, nous sommes en Auvergne. Voilà, alors je ne cite pas de marque, mais... Enfin, on voit que c'est possible. Moi, par exemple, je prends l'exemple, j'adore le riz au lait, et avant, je prenais un riz au lait qui était plutôt ultra transformé, et depuis maintenant presque un an, enfin à peine un an, j'ai cherché pour trouver un riz au lait qui soit fait à partir que de vrais ingrédients, mais industriels. Et j'en ai trouvé. J'ai trouvé 3 marques différentes. C'est délicieux. Donc on a quoi? On a juste riz, lait. Et vanille, je crois, non? Il y a un petit vanille, peu de vanille et sucre, c'est tout. Et il vous donne la recette en plus du riz au lait. Et il est industriel. Donc ça veut dire qu'on peut très bien consommer industriel et de qualité. On peut aussi cuisiner à la maison, retrouver le goût de cuisiner avec nos amis, nos proches. Parce que l'acte de manger, de cuisiner, ne devrait pas être un fardeau, ça devrait être une joie. Un plaisir, bien sûr, partagé. Et donc, si on veut être encore plus holistique, non seulement il faut essayer d'éviter les ultra transformés, mais il faut aussi manger le plus souvent quand on peut en groupe avec des gens, dans des endroits appropriés, et prendre le temps en fait. Voilà. Il faudrait que l'acte de manger redevienne un plaisir. Un plaisir et non plus une angoisse, malheureusement, c'est ça, qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui. Il y a carrément des pathologies justement liées à ça, et l'orthorexie, exactement. Ça, et du coup, est-ce que, il y a 2 ans, tu nous as bien défini ce qu'était l'ultra-transformation. Est-ce qu'il y a eu des évolutions en termes de recherche par rapport à ces aliments-là? Est-ce qu'il y a eu des précisions sur certains peut-être additifs, ou j'en sais rien, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de rajouter Oui, alors merci pour cette question, parce que c'est vrai que moi je suis parti sur la définition d'ultra-transformation de la classification NOVA brésilienne, qui définit 4 groupes technologiques, donc pas peu transformés, les ingrédients culinaires qu'on utilise à la maison. Ensuite, quand on combine ces ingrédients culinaires avec les aliments pas peu transformés, plus ou moins bruts, ça donne les aliments transformés. Et ensuite, le 4e groupe, les ultra-transformés. Donc la définition, si on résume l'esprit brésilien, je pense que c'est important de donner la définition précise, parce que des fois il y a un peu des confusions, la définition n'est pas toujours très adéquate. Donc en fait, un aliment ultra transformé, c'est un aliment qui contient au moins un ingrédient ou un additif. D'accord. Lui-même très transformé, c'est-à-dire purifié. D'accord. À usage principalement industriel et de type cosmétique, c'est-à-dire pour imiter, restaurer ou exacerber les propriétés organoleptiques. Et c'est quoi les propriétés organoleptiques? C'est les arômes, le goût, la couleur et la texture. La texture, d'accord. Donc ce sont les 4 propriétés sensorielles qui vous font acheter et aimer un aliment. Si l'aliment est bon pour la santé, mais qu'il n'est pas bon au point de vue organoleptique, vous ne l'achèterez pas. C'est barré. Parce qu'on mange d'abord avec les yeux et l'odorat,
et ensuite on mange avec le goût et la texture. Et, oui. Et donc en exacerbant ces 4 propriétés sensorielles, avec justement des ingrédients et des additifs cosmétiques très purifiés, exhausteurs de goût, colorants, texturants, arômes artificiels, on crée 2 choses. D'abord, on pousse à racheter le produit parce que comme la sensorialité est exacerbée, on a envie d'y revenir. Bah oui. Et on en mange plus que de raison, c'est-à-dire qu'on peut continuer à les manger alors que normalement on n'a plus faim. On n'a plus faim, voilà. bien sûr. Donc c'est vraiment ça l'ultra-transformation. Je pense que si on a bien compris ça, on a vraiment compris ce que c'était qu'un aliment ultra-transformé. Alors on peut citer des marqueurs d'ultra-transformation. On a évidemment tous les sucres industriels type sucre inverti, dextrose, maltodextrine, dextrine, sirop de glucose, sirop de glucose, fructose, extrait de malte d'orge. On va trouver des protéines hydrolysées, des isolats de protéines. Ouais. On va trouver dans les graisses des graisses hydrogénées, des graisses trans, etc. Donc on est vraiment dans des... C'est-à-dire que même, il n'y a pas seulement l'aliment qui subit une transformation, mais même l'ingrédient peut subir une transformation. Par exemple, si on va prendre l'exemple du sucre et des matières grasses, et je pense que vous allez bien comprendre. Par exemple, le sucre, vous pouvez avoir un sucre ultra transformé, normalement transformé et peu transformé. Le miel est peu transformé. Le sucre blanc est raffiné, mais il reste transformé. Et le sirop de glucose fructose est ultra transformé. C'est-à-dire que même l'ingrédient, on peut déstructurer un ingrédient. D'accord. Ouais. Déstructurer la matrice de l'ingrédient. Une huile vierge première pression à froid est peu transformée. Une huile raffinée est transformée. Et une huile raffinée hydrogénée est ultra transformée. Donc vous voyez, et pourtant vous êtes à calories identiques. Et oui. Donc on voit bien qu'on peut même déstructurer la matrice de l'ingrédient. Ah bah oui. Voilà, donc c'est ça nous qu'on a pris en compte que la start-up SIGA a pris en compte. Donc, du coup on en arrive à cette nouvelle classification des aliments. Voilà, parce qu'en fait, SIGA est une start-up qui s'est créée en mai 2017, qui s'est basée sur les travaux de Carlos Monteiro, qui a publié et inventé la classification NOVA, qui veut dire nouveau en portugais. Donc le fameux chercheur brésilien. Voilà, Carlos Monteiro, avec Geoffrey Cannon et Jean-Claude Moubarak. Que tu cites dans ton livre. Voilà, exactement. Et donc il y a un petit interview avec eux. Et ils sont inspirés de mon approche holistique. Donc ils m'ont contacté. La start-up a été créée en mai 2017 et ils ont souhaité développer, en se basant sur NOVA, les 4 groupes, de décortiquer un peu les groupes et de créer de nouveaux groupes en prenant en compte justement le degré de transformation des ingrédients. D'accord. En prenant en compte le nombre, la quantité et le risque potentiel de certains additifs. Ah d'accord, ok. Voilà, et en prenant en compte aussi la teneur en sel, sucre et gras, mais en seconde intention, pas comme porte d'entrée. La porte d'entrée reste le degré de transformation. D'accord, voilà. Qui n'est pas du coup les valeurs nutritionnelles, ce qu'on peut voir habituellement. Non, là les valeurs nutritionnelles ne sont prises en compte qu'en seconde intention, c'est-à-dire secondairement. Par exemple, dans les aliments transformés, SIGA a considéré que ce n'était pas pareil de mettre un morceau de sucre dans un yaourt nature que d'en mettre 5. Voilà, donc c'est cette distinction qui est faite. Okay. Et dans les ultra transformés, en fait, c'est pour un même degré de transformation. Là, ça peut être intéressant éventuellement d'aller voir la composition pour un même degré de transformation. Ou par exemple, de mettre une cuillère à soupe d'huile dans une vinaigrette ou dans une salade ou d'en mettre 5 ou 6. Voilà, on a pris ça en compte dans certains groupes. Et donc, ça donne un score holistique SIGA. Alors, je dois aussi préciser que je suis membre du comité scientifique. Et donc, ce score SIGA est aujourd'hui gratuit. Il est accessible sur l'application ScanUp, qui permet donc qui est une application gratuite qu'on peut télécharger. Une application gratuite qu'on télécharge en 20 secondes sur portable. D'accord. Alors, vous avez 2 choses. Vous avez un catalogue où déjà SIGA a classé les meilleurs produits par catégorie. D'accord. Donc, vous allez dans le catalogue et vous pouvez tout de suite voir le produit le meilleur. C'est un catalogue qui est téléchargeable sur leur site. Dès que vous téléchargez ScanUp, l'application, vous avez le catalogue en même temps. D'accord. C'est très rapide, c'est pratiquement immédiat. Donc, ScanUp que je mettrai sur la vidéo. C'est ça. Et donc, soit vous allez dans le catalogue, ou alors soit vous scannez le produit et il vous donnera le degré de transformation. Donc, il y a 7 groupes. Il n'y a pas transformé, peu transformé, transformé équilibré, transformé gourmand, ultra transformé équilibré, ultra transformé gourmand, et ensuite ultra transformé plutôt à éviter, qui est le dernier groupe, voilà, qui est vraiment ultra transformé. D'accord. Donc l'idée, c'est aussi de créer ce qu'a voulu faire SIGA, c'est aussi créer plus de groupes pour enclencher le développement de produits moins transformés. Que ce soit un outil à destination des industries, de la grande distribution et du consommateur. D'accord. Voilà, et de faire de revenir vers des aliments moins transformés, mais pas à pas en fait. Voilà, c'est ça l'objectif. Et donc c'est quand même intéressant parce que
si vous voulez éviter de consommer des aliments ultra transformés, donc il y a 3 solutions. Soit vous allez en supermarché, soit vous n'avez pas de smartphone, donc vous lisez la liste des ingrédients. On peut y passer beaucoup de temps. Hein. Voilà, c'est ça le problème, parce qu'il ne faut pas non plus que les gens deviennent fous en faisant leurs courses. C'est ça. Donc, bon, si vous avez des bonnes lunettes, vous lisez la liste des ingrédients. Si elle est très très longue et que vous avez du mal à reconnaître les termes parce que vous ne les utilisez pas en cuisine, c'est pas bon signe. Pas bon signe. Alors, voilà. Donc, soit vous l'achetez, vous le mangez occasionnellement, ou soit vous essayez de trouver un équivalent avec moins d'ingrédients. C'est ça. Alors, ça, c'est la première solution. La deuxième, si vous avez ScanUp, vous pouvez scanner le produit et voir le degré de transformation. Voilà, et sinon, le meilleur moyen, évidemment, là où vous êtes sûr quasiment de trouver 0 ultra transformé, c'est d'aller au marché. Voilà. C'est ça, d'aller au marché, de transformer soi-même les aliments. Et de les transformer soi-même. C'est-à-dire de les cuisiner. Voilà, c'est ça. Simplement. Voilà. Alors, comme tout le monde ne peut pas cuisiner, après, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez trouver des produits industriels ou artisanaux industriels qui ne sont pas ultra transformés. L'idée, c'est pas non plus de vous faire culpabiliser parce que voilà, en tant que maman, même papa, on est tous très pris entre le boulot, etc. Et moi, souvent, j'entends, mais j'ai pas le temps de cuisiner. D'ailleurs, comme j'ai pas le temps de faire de sport, j'ai pas le temps de faire grand chose. Donc voilà, faites du mieux que vous pouvez. L'idée, c'est juste de ne pas répéter la consommation de ces produits, peut-être avec des ingrédients. Oui, alors après le temps c'est quand même aussi une question de choix. Alors je pense qu'il y a vraiment des gens qui vraiment n'ont pas le temps. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des vies où c'est vraiment pas le temps. Donc dans ce cas-là, peut-être aller vers des produits industriels, mais qui ne sont pas ultra transformés. Donc vous avez des conserves, vous pouvez avoir des légumes congelés qui ne sont pas ultra transformés, que vous pouvez juste faire rissoler à la poêle par exemple. Exactement, il y a des sachets de surgelés qui sont très bien pour ça. Ou alors vous achetez des lentilles et des haricots, vous les mettez dans l'eau bouillante pendant 20-30 minutes et puis après vous avez juste à rajouter du sel et du beurre. Même une soupe, on coupe quelques légumes, on les fait bouillir pendant 10 à 15 minutes, on mixe. Ça, et puis au lieu d'acheter un yaourt aux fruits ou des fois il n'y a pas du tout de fruits, vous achetez un yaourt nature et vous mettez vous-même votre confiture ou du miel. Donc je pense qu'on peut arriver à être créatif. Alors au début ça va peut-être demander un peu d'effort, mais moi c'est ce que je fais par exemple, parce que j'ai pas trop le temps de cuisiner, mais j'essaye de quand même manger le mieux possible avec le peu de temps que j'ai. Et on finit par trouver des solutions, on crée un rythme et puis après ça va tout seul. Après souvent les gens qui n'ont pas le temps vont avoir un petit peu peut-être avoir l'erreur de se dire je vais me jeter sur du bio parce que le bio c'est sain. Attention, le bio aussi peut-être ultra transformé. Ouais, le bio peut être ultra transformé. Alors c'est très intéressant le bio. Alors, la probabilité de rencontrer un aliment ultra transformé dans le bio est quand même plus faible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que 48 additifs au lieu des 375 autorisés au niveau européen. Quand je dis 375, ça prend en compte les dérivés. D'accord. Donc, la probabilité est quand même moindre parce que l'aliment ultra transformé est quand même un gros véhicule d'additifs. Par contre, on peut trouver des ingrédients qui, eux, ne sont pas des additifs et c'est l'occasion d'expliquer la différence entre un ingrédient et un additif. L'additif est plutôt une forme d'auxiliaire et d'aide technologique, texturant, colorant, exhausteur de goût, stabilisant, etc. Alors que lui, l'ingrédient va pouvoir apporter des calories à l'organisme. Donc le sirop de glucose fructose vous apporte 4 kilocalories par gramme de sucre. Donc il ne peut pas être classé comme additif, de même qu'une protéine, puisqu'elle apporte des calories ou une matière grasse. Et donc, vous pouvez trouver ces ingrédients ultra transformés dans les produits bio. Donc on peut les trouver dans des steaks végétaux, des biscuits industriels bio, des céréales du petit déjeuner bio. Souvent les produits sans gluten aussi. Les produits sans gluten, on sait que une étude a montré qu'à peu près 80% des produits sans gluten sont ultra transformés, ce qui est normal puisque pour remplacer le gluten qui donne la structure de l'aliment, on rajoute des ingrédients et des additifs. Sachant que les personnes qui mangent souvent sans gluten veulent manger sainement et en fait elles se rabattent sur ce genre de produits, mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que c'est encore pire que. C'est encore pire. Donc si vous voulez manger sans gluten, le mieux est de plutôt prendre des aliments naturellement sans gluten et qui sont peu transformés. Et il y a plein d'alternatives de céréales sans gluten. Oui, c'est ça. Et le bio, alors il y a une étude française qui est parue l'année dernière, je crois, où ils ont calculé dans les caddies des consommateurs en supermarché, marché bio et conventionnel pour évaluer à peu près la part d'ultra transformés qui était achetée. Donc ils sont arrivés à, en magasin bio, ils ont calculé qu'à peu près 27% des produits étaient ultra transformés. Ah oui. Donc c'est quand même pas mal, on n'est pas loin d'un tiers. Donc là, c'est en magasin bio et dans un magasin, on va dire, normal. Ça doit être un peu plus de 30%. C'est 30% d'ultra transformé. Alors dans un magasin normal, ils ont regardé que ce qu'ils achetaient en bio. Ah ok, d'accord. Donc dans un magasin bio, c'était 27% d'ultra transformés. D'accord.
Et dans un magasin conventionnel, quand on achète le bio dans un magasin conventionnel... Ah, tu parles du bio dans un magasin conventionnel. D'accord. On doit être un petit peu au-delà de 30%. D'accord. Par contre, ça c'est un travail qu'a fait SIGA. Ils ont évalué sur environ 18 000 aliments étiquetés emballés, en grande et moyenne surface, donc qui sont représentatifs de l'offre alimentaire. 71% des produits sont ultra-transformés, mais avec des variations dans le nombre de marqueurs d'ultra-transformation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des produits qui ne contiennent qu'un marqueur d'ultra-transformation et d'autres jusqu'à 10. Donc il y a quand même une gradation, mais c'est quand même 71%, donc 2 sur 3, un peu plus de 2 sur 3. Et si on prend cette fois-ci toute l'offre alimentaire, donc le vrac, ce qui n'est pas étiqueté emballé, on arrive à peu près à 50%. Voilà. Donc ça donne une ordre de grandeur de l'ultra-transformé en grande surface. D'accord. Là, tu me parles de 18 aliments qu'on ciblait SIGA. 18 000 à peu près. Références, voilà. Et après, il me semble qu'on connaît le chiffre du nombre de références d'aliments. Il me semble que tu l'avais cité à une conférence, est-ce que je me trompe ? Alors, tu veux dire le nombre... de références alimentaires, industrielles, finalement, c'est assez énorme. C'est beaucoup plus, oui, c'est beaucoup plus. C'est encore plus, ouais. Là, on est juste sur une part, en fait, des références. Alors oui, les 18 000 sont quand même assez représentatifs de l'offre en supermarché. Il y a plusieurs marques de distribution qui ont été prises en compte. D'accord, ok. Mais ça peut donner une idée... de la prégnance des ultra-transformés dans les super et hypermarchés, et même aussi supérettes. Alors après, par rapport on vient un petit peu de parler des personnes qui nous disent « j'ai pas le temps ». Après, on entend aussi souvent « je n'ai pas d'argent ». Parce que manger des produits frais, sains, bio, c'est cher. Je suis d'accord, manger bio, en général, c'est plus cher, on est d'accord. Mais déjà, si on ne mange pas du bio ultra-transformé, c'est souvent ceux-là qui sont très très chers. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui n'ont peut-être pas les revenus, en tout cas qui ne pensent ne pas les avoir pour manger plus healthy, plus sain? Alors ça c'est aussi une question de fond, c'est-à-dire, déjà, je vais répondre à ta question, mais juste pour placer le contexte, on sait effectivement que les gens les plus défavorisés ont tendance à manger les moins bien. Donc l'alimentation est un marqueur social, socio-économique, et on sait que les personnes les plus pauvres, ce qu'on appelait à une époque le quart-monde dans les pays occidentaux, sont les plus à risque d'obésité, de diabète de type 2. Et on sait aussi que les plus défavorisés, les plus pauvres, ont tendance à acheter plus d'aliments ultra-transformés, qui sont des calories bon marché. Cependant, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même, pour un prix identique, je peux pas citer toutes les sources, ce serait un peu long ici, mais j'ai vu des travaux faits notamment par la World Wide Foundation, où ils ont mis un panier flexitarien à partir de vrais aliments, et un panier classique, genre régime omnivore, bourré d'ultra transformés. Pour le même prix, ils ont réussi à faire un panier flexitarien à partir de vrais aliments. Voilà, donc c'est possible. On a évoqué les solutions tout à l'heure. On peut très bien acheter des pâtes alimentaires complètes. On peut acheter du couscous. On peut acheter des lentilles en vrac, des haricots en vrac, des légumes surgelés, des conserves. La conserve a eu pendant un certain temps une mauvaise image, mais ça reste un aliment tout à fait correct. Je pense que finalement, c'est plus le changement d'habitude qui va être difficile, à la fois de se mettre à cuisiner, à la fois de changer son panier. C'est un changement d'habitude, c'est aussi un changement de goût parce que les aliments ultra transformés ont la couleur, le goût et la texture exacerbés. Et oui, bien sûr. Donc quand vous revenez à des vrais aliments, vous trouvez que c'est fade, mais quand vous persévérez... Surtout si on débute dans la cuisine, on ne fait pas du Bocuse tout de suite. C'est ça. Donc voilà, ça peut peut-être prendre du temps et de la patience de se mettre à... Et si vous persévérez, vous allez redécouvrir le vrai goût subtil des vrais aliments. Vos papilles vont se réhabituer. Parce qu'en fait, le sucre que vous avez est artificiel. En fait, c'est pas le vrai goût des aliments. Donc, moi par exemple, au début, j'adore le café, mettais toujours du sucre dans mon café, et quand et à un moment, j'ai décidé d'arrêter de mettre du sucre dans les yaourts et dans le nature et dans le café aussi. Donc au début, je trouvais ça fade et le café très amer. Donc ça a été la transition a été un peu délicate. J'ai persévéré. Et tu as appris à apprécier. C'est l'inverse. Voilà. Maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire quand je mets du sucre dans un yaourt nature ou dans le café, je trouve ça, mais je peux pas. Mais immonde, non, mais c'est sûr. Moi, je me suis détoxifiée du sucre, pareil, parce que j'étais une grosse consommatrice. Et aujourd'hui, tu m'offres un biscuit industriel. Je trouve ça tellement sucré. C'est agressif, C'est agressif presque, et ça me fait mal à la tête, je t'avoue aussi. Je pense que... Alors au début, c'est un peu dur parce qu'on est habitué à des goûts artificiels ou exacerbés. Mais si on fait cet effort, après, on va découvrir le vrai goût des vrais aliments et c'est un vrai plaisir. Et je pense que c'est de là aussi qu'il faut penser à nos enfants et les éduquer au niveau...
des aliments cuisinés, faits maison, dès le plus jeune âge. Hein. Si effectivement on habitue nos enfants à manger de l'ultra transformé avec ces goûts exacerbés, le jour où vous allez leur servir une assiette de brocoli cuit à la vapeur, ça va pas avoir beaucoup de succès. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que si les enfants sont dès le plus jeune âge habitués à des goûts, des couleurs, des textures et des arômes exacerbés qui ne correspondent pas à la réalité de ce que la nature nous donne. Voilà. C'est très compliqué après de changer nos habitudes alimentaires. Donc on fait des clients à vie des jeunes de ces aliments. Ouais. Et donc c'est quand même pas le but. Donc évidemment, l'éducation au goût, c'est dès le plus jeune âge. Et après, c'est vrai qu'il faut persévérer. Si l'enfant n'aime pas, il y a des études qui montrent que même un aliment que l'enfant n'aime pas, si on persévère et qu'on le présente de différentes manières aussi, en répétant la présentation à l'enfant, à un moment, ça finit par marcher. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des aliments, par exemple, les endives sont un peu amères, etc., qui demandent d'être présentés de plus nombreuses fois que d'autres aliments, parce que l'enfant est naturellement attiré par le sucré. Voilà, puis c'est vrai qu'en tant qu'humain, on n'aime pas forcément la mer, on est censé un petit peu rejeter la mer. On est attiré naturellement par le sucré. Bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, dans la nature, tous les aliments naturels sucrés, il n'y en a aucun de toxique. Alors que par contre, si on prend l'amertume, là, par contre, vous avez des aliments toxiques. Donc l'amertume est aussi, alors là je suis pas, mais si on raisonne un petit peu en termes d'évolution, c'est aussi une protection, c'est-à-dire c'était pour protéger l'humain, pour s'éloigner de certains aliments qui pouvaient être toxiques en fait. Complètement. Donc, il y a beaucoup de poisons qui sont amers, du coup c'est pour ça qu'on a tendance aussi naturellement à rejeter l'amertume. Voilà, et le petit bébé, donc c'est aussi naturel qu'il soit attiré par le sucré parce qu'il a besoin d'être attiré par le lait de sa maman, qui est aussi sucré avec le lactose. C'est ça, exactement. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion de prendre du temps avec ses enfants, avec son conjoint ou sa conjointe, cuisiner ensemble, et vraiment recréer ce moment humain où on cuisine ensemble un petit peu ce qui se faisait à une époque dans des communautés où vraiment recréer cette énergie là. C'est un moment de vie quoi. Ça. Donc alors en France je pense qu'on résiste quand même assez bien par rapport à d'autres pays, mais si on va dans les pays anglo-saxons, c'est compliqué. Dramatique, hein. Ils mangent beaucoup seuls, au bureau, à toute heure. L'acte de manger ensemble n'est pas du tout prégnant. Ouais, c'est ce qui m'avait marqué, moi, quand j'ai travaillé au Royaume-Uni, les gens mangeaient devant leur ordinateur un sandwich, vite fait, alors que moi, j'avais besoin de ma pause à midi, me poser, les discuter, échanger, vraiment créer ce moment de convivialité qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays anglo-saxons. Alors, la France, il y a une étude qui est parue il n'y a pas longtemps, que j'ai vue sur Internet. La France est numéro 1 au monde du temps passé à table par jour. Donc nous on est à 2 heures je crois. Et pourtant on n'est pas les plus gros comme quoi, hein. C'est pas comme quoi ça participe au bien-être de manger en groupe. Donc on est à 2 heures par jour à peu près en moyenne qu'on passe entre le petit déjeuner, le déjeuner, donc ce qui est beaucoup, et on va il y a certains pays anglo-saxons, tout ça, où on est en dessous d'1 heure. Et moi, une expérience personnelle, hier j'ai mangé au restaurant à Paris avec des amis. On a vraiment pris le temps de manger, du coup les hormones de la satiété ont eu le temps de faire le boulot, en fait, et le dessert j'en avais plus envie. C'est ça. Voilà, il suffit de s'écouter. Et oui, parce que en plus, là aussi on le sait, un même repas, manger seul devant un écran ou en groupe, pourtant c'est le même repas, n'a pas le même effet sur la santé. Oui. Parce que devant des écrans, les écrans peuvent brouiller les signaux de satiété. On a tendance à manger plus vite et avaler, donc la satiété est moins stimulée. Et bien sûr. Et on peut avoir tendance à manger après plus derrière. Ouais. Alors que si vous mangez en groupe, comme vous discutez, tout ça, on prend toujours un peu plus de temps, et en général, donc, on mastique davantage. Puis on est heureux aussi. Et donc la satiété est davantage stimulée. Et puis le fait aussi d'être en groupe, on est je pense des êtres de... Voilà, où on aime se connecter, donc le fait d'être... Oui, en groupe, ça fait du bien aussi. Voilà, alors après, si vous êtes célibataire, mangez peut-être avec votre chat. Non, je rigole. C'est ça, mais voilà, en tout cas... mais bon, après, c'est ce que je dis, hein, c'est pas parce qu'on est seul physiquement qu'on est vraiment seul, en fait. On peut aussi se dire, voilà, je suis entouré, malgré tout, hein, tout est dans... Oui, on peut être très seul dans une foule et... se sentir seul, exactement, dans une foule immense, et puis être à un moment seul, mais ne pas du tout se sentir seul, parce qu'on sait qu'on a des connexions avec des gens qui mais je suis sûre que vous avez, mais complètement, je suis sûre que vous avez des amis, donc c'est l'occasion de les inviter à cuisiner avec vous des aliments non transformés, et à passer du bon temps
Et voilà, un moment de convivialité, c'est encore voilà, quelque chose, comme tu le dis très bien, qu'on a en France et qu'il faut préserver. Ah, je pense que c'est capital, ouais. C'est capital. Oui, parce que l'acte de manger, c'est quand même important, c'est ce qui nous maintient en vie, ce qui nous donne de l'énergie. On le fait 100 000 fois, je crois, au cours d'une vie, de manger, enfin des repas, on va dire. Si on fait 3-4 fois par jour, que multiplie 365, que multiplie l'espérance de vie, 80-86 ans, oui. On n'est pas loin de 100 000, donc autant bien le faire. Ouais, puis surtout, comme on l'évoquait au début de l'interview, c'est-à-dire l'acte de manger, non seulement joue sur notre santé, notre bien-être, mais ça joue aussi sur la planète et le bien-être animal. Bien sûr. Donc c'est important je pense si on a cette dimension en tête, quand on mange, quand on fait notre acte d'achat, ça participe aussi du bien-être de savoir que notre acte d'achat contribue positivement à l'environnement, ne participe pas à la souffrance animale, et va nous permettre de vivre longtemps et en bonne santé. Donc ça peut être aussi valorisant, je pense. Bien sûr. Et juste un autre point aussi qu'on n'a pas cité précédemment, c'est peut-être essayer de privilégier les produits locaux. Moi aussi, quelque chose que j'aime bien dire, c'est essayer de prendre des aliments avec le minimum d'emballage. Ouais. Voilà. Ouais. Souvent, d'ailleurs, ça va de pair avec des aliments peu transformés, parce que souvent l'ultra-transformation est accompagnée aussi suremballé avec des beaux messages, santé, tout ça. Ce que j'ai vu tout à l'heure en faisant les courses, justement, c'est qu'il y a de plus en plus, alors ça c'est pareil, ça m'a choqué, d'aliments coupés en petits morceaux dans des petites boîtes en plastique. Pour moi, c'est juste bousiller les antioxydants qui sont dedans parce qu'ils vont être exposés à l'air et c'est aussi moins bien profiter finalement des bienfaits de ces aliments-là. Donc coupez vous-même vos légumes, quoi. Oui, voilà. Puis peut-être ça vous coûtera un peu moins cher. Et ça coûte, mais ça coûte une fortune. Le fait qu'on les a coupés pour vous, ça va augmenter le prix. Mais j'ai vu une salade de frites déjà coupée, quoi. Je me suis dit, mais c'était très cher en plus. Alors après, si vous avez les moyens et que ponctuellement vous n'avez pas le choix, ça peut valoir le coup des fois de mettre un peu plus cher pour des vrais aliments. Ponctuellement, voilà. Mais comme ultra transformation, ponctuellement, comme tu disais, pas plus de 15% des calories. Des apports par jour. Voilà. On peut se faire plaisir de temps en temps. Si de temps en temps vous consommez des aliments ultra transformés, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, il faut juste que ça ne donne pas l'aliment principal. Voilà, c'est l'occasion de rappeler que l'ultra transformation peut quand même jouer des rôles dans la vie. Après, moi je ne suis pas dans le curatif, mais il y a la nutrition clinique, l'alimentation du sportif, peut-être l'alimentation dans l'espace, la ration militaire. Où l'ultra-transformation peut jouer un rôle. Par exemple, l'ultra-transformation dans la nutrition peut-être entérale, parentérale, des gens qui ont des pathologies, qui ont des problèmes de dentition. Voilà, donc je pense que l'ultra-transformation devrait être utilisée comme un moyen bien utilisé, mais de niche. Par contre, là où ça devient problématique, c'est quand les gens sains qui n'ont pas de maladie en font la base de leur alimentation. C'est là que toutes les études vont dans le même sens et montrent qu'on augmente le risque des maladies chroniques. Donc voilà, c'est important de bien préciser ça, mais si vous allez au cinéma et que vous prenez un paquet de bonbons, je ne vais pas citer de marque, si c'est une fois par mois, il n'y a aucun souci, donc il ne faut pas non plus, il faut se faire plaisir de temps en temps. Il ne faut pas que manger soit une angoisse en fait. Bien sûr, ouais. Et du coup, voilà, tu viens de parler de travaux scientifiques, parce que tu te bases bien évidemment sur des études scientifiques, d'une part les tiennes et celles beaucoup des Brésiliens, et en 2 ans, il y a eu pas mal de travaux qui sont venus confirmer en fait ces effets d'une consommation excessive des aliments ultra transformés. Il y a de plus en plus d'études. Il y a de plus en plus d'études. Il y a eu aussi une étude faite de l'INSERM qui a montré qu'il y avait un lien avec certains cancers, je crois. Tu me corriges si je me trompe. Non, c'est ça. Donc en fait, ça a été publié, je crois, il y a 1 an. Pour chaque augmentation de 10% poids de consommation d'aliments ultra transformés, ils ont trouvé une augmentation de plus 10% du risque de cancer totaux et du sein. D'accord. Mais ce qui a été moins commenté et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'inversement, ils ont montré que pour chaque augmentation de 10% d'aliments peu transformés, il y avait une réduction de 9% des cancers totaux. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Voilà, mais ça marche vraiment comme un V. Soit ça augmente le risque, et quand on revient du minimali transformé, tu te protèges du coup. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qu'il faut quand même souligner, c'est que toutes ces études... la classification brésilienne NOVA... a été publié pour la première fois en 2010. Le concept d'aliments ultra transformés a été publié pour la première fois en 2009, donc c'est quand même assez récent. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, la trentaine d'études épidémiologiques qui a été réalisée, tous les résultats vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une étude qui va montrer que les gens qui en consomment régulièrement se portent mieux. Donc toutes les études quand même vont dans le même sens. Malgré l'hétérogénéité, les qualités hétérogènes des études, on a quand même une convergence des éléments qui forgent une conviction et qui sont suffisants pour alerter les consommateurs de limiter ces produits. Ouais, super. De toute façon, le message passe.
par ton bouquin, par tes 10 millions de vues. Voilà, et puis... Continuer de croître. J'espère que cette vidéo va faire au moins 50 millions de vues. Ouais, parce que après, c'est ça. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que les gens s'approprient l'alimentation. C'est-à-dire, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que les gens s'approprient. L'acte de manger est devenu très compliqué. Oui. Et moi, ce que j'explique... Très anxiogène. Voilà, et ce que j'explique dans ce bouquin, c'est l'approche réductionniste qui a tout compliqué. C'est-à-dire, à force de raisonner par nutriments, isolés, on a créé une grande confusion. Et donc, en fait, quand on vient à une approche plus globale et holistique, en fait, les choses deviennent très simples. Oui. Et elles englobent tout. Et on voit que n'importe qui peut se réapproprier l'acte de manger. Et c'est pas une question d'étude de bien manger. On n'a pas besoin des bacs plus 5 ou des bacs plus 8 pour savoir quoi manger. Vous voyez, il faut que... C'est intuitif à la base. C'est comme dormir. Vous n'avez pas besoin qu'un grand sage vienne vous dire comment il faut faire pour dormir. Alors, des fois, ça peut être utile d'avoir des conseils, mais quand même, c'est important que les gens se réapproprient quelque chose qu'on fait tous les jours et qu'ils puissent savoir par eux-mêmes ce que c'est qu'un repas, ce que c'est qu'un bon repas, quoi. C'est tellement simple que c'est quand même dommage que les gens ne s'approprient pas ça. Moi, je suis beaucoup suivie par majoritairement des femmes, et souvent les femmes on se plaint par exemple des kilos en trop, et je pense que j'en suis sûre maintenant, rien que le fait de réduire ce genre d'aliments, et vous allez voir, votre perte de poids va se faire naturellement, parce que comme tu disais, ça va se faire naturellement. Beaucoup plus rassasiant. Voilà, enfin, se rajouter des riz complets. Enfin, moi, je conseille beaucoup de vous allez avoir moins faim, donc moins envie de grignoter. Et en fait, vous allez avoir une perte de poids qui va être... Alors, ça ne va pas être la perte de poids miracle que vous vendent les régimes réductionnistes, c'est-à-dire basés sur un nutriment en particulier, hyperprotéiné, hypo quelque chose. Là, c'est un régime global où on passe des aliments artificiels aux vrais aliments, qui sont beaucoup plus riches en fibres et protéines, qui sont les deux nutriments les plus rassasiants, alors que les ultra-transformés sont riches en glucides, en sucre et en matières grasses, qui sont les deux moins rassasiants. Donc vous allez avoir plus de satiété, plus de mastication, parce que les textures sont souvent plus solides et plus difficiles à mastiquer. Il faut mâcher. Et donc vous allez... Donc on mange moins. Voilà, vous allez retrouver un équilibre. Le fait de manger avec d'autres personnes va vous faire mieux manger. Et alors, moi enfin, c'est pas un ami, c'est quelqu'un que je connais, en fait, que j'avais rencontré il y a 6 mois, donc qui avait des problèmes de poids. Et il m'a dit qu'il s'était remis à manger des vrais aliments, qu'il avait abandonné les aliments ultra transformés, qu'il s'était remis à marcher et qui perdait maintenant régulièrement du poids. Et contrairement au régime précédent, qui était basé sur une approche réductionniste, des régimes miracles où il rechutait, eh bien forcément, ouais. Là, il m'a dit qu'il a plus du tout envie de revenir en arrière et qu'il sent qu'il y a quelque chose de durable qui s'installe. Et il avait perdu, je crois, en 6 mois... que je dise pas de bêtises, à peu près une dizaine de kilos. Alors, c'est pas spectaculaire, mais ça se fait dans la durée. Ça se fait dans la durée. Et on ne revient pas en arrière, il n'y a pas d'effet yo-yo. De toute façon, par rapport à la perte de poids, tout ce qui se fait trop rapidement, en général, ça revient aussi très rapidement. Et puis c'est des fois même encore plus importante. Donc, il faut faire les choses progressivement. Des régimes miracles qui vous promettent de perdre énormément de kilos en peu de temps, c'est qu'il y a quelque chose de déséquilibré. C'est souvent ce que j'appelle des régimes réductionnistes, c'est-à-dire basés sur juste un élément. Voilà. Alors que le meilleur moyen de perdre du poids de manière durable, progressive, sans avoir envie de revenir en arrière, c'est quand même de revenir à des vrais aliments. Et comme tu le dis, par rapport à ton ami, il s'est mis aussi à remarcher, donc ça c'est pareil, on est sur l'approche holistique, c'est aussi prendre soin de son... Il n'y a rien de plus efficace que la combinaison d'une vraie alimentation avec une activité physique. C'est ça. Mais c'est pas forcément faire du sport, c'est juste marcher, quoi. La marche suffit, hein. Il n'y a pas besoin d'aller passer 2 heures à se déchirer sur un vélo elliptique à la salle de sport. La marche suffit. Bien sûr, hein. Et après, moi je parle aussi beaucoup de la gestion du stress, parce que le stress peut être aussi impliqué dans la prise de kilos, avec l'hormone du stress qui peut nous pousser à manger du sucre aussi. En plus de créer des fameux kilos émotionnels, et puis bien sûr ça favorise aussi les pics d'insuline, etc. Donc voilà, toute cette approche holistique rejoint vraiment ton message aussi. Oui, la meilleure prise en charge du surpoids et de l'obésité, c'est une prise en charge holistique. Ah, ça c'est sûr. Voilà, donc, parce qu'en fait, pour faire simple, pourquoi il y a de plus en plus de surpoids et d'obésité dans le monde ? C'est parce qu'on vit dans un environnement qui est obésogénique. Ça veut dire quoi ? D'abord, une mauvaise alimentation, ensuite, moins d'activité physique, il y a aussi la pollution, après, il y a des facteurs un peu plus minoritaires qui peuvent être génétiques, le stress, la solitude, le manque de sommeil, tout ça peut contribuer. Oui, j'avais vu que la solitude faisait un lien avec la prise de poids. Oui, il a été montré que chez les gens... c'est inflammatoire, je crois. Les gens qui sont seuls, il y a plus de risque d'obésité que les gens qui sont en groupe. D'accord.
Et il y a aussi l'architecture, c'est-à-dire que des fois l'architecture urbaine a un lien avec, peut avoir un lien avec notre façon de nous nourrir. Par exemple, on peut avoir des déserts alimentaires, ou des environnements où on n'a pas accès à des vrais aliments. Donc, plus la prise en charge du surpoids et de l'obésité, même du diabète, est holistique, plus on va arriver à quelque chose de durable et de solide et d'efficace. Bien sûr, mais ça va se faire dans le temps. Hein. On va pas, malheureusement... Les solutions miracles, il faut se méfier. Il faut toujours s'en méfier. Hein. Ouais. Mais le pire, c'est que on est attiré par ça malgré tout, parce qu'on aime bien les fantasmes en tant qu'humain. Oui, puis on veut perdre du poids rapidement sans faire trop d'efforts. Sans faire d'efforts, mais bon, à un moment donné, mais non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Je crois que c'est pas un scoop, quelque part, on le sait tous. On le sait tous. On le sait tous. On le sait tous, voilà. Mais on se ment un peu à soi-même. Et on est très fort pour se mentir à soi-même, ça c'est sûr. Je vais acheter cette boîte de médicaments qui promet de perdre 10 kilos en très peu de temps, mais en fait, mais complètement. Pour le corps humain, c'est quand même pas... Il faut juste revenir à des vrais aliments, c'est quand même la première chose à faire. Marcher un petit peu, et puis après essayer de se créer un environnement. Par exemple, il y a quelque chose de très intéressant. Si la cuisine est dans un open space et n'a pas de porte avec la télé et le salon, on a tendance à manger plus. Parce que l'alimentation est à portée de main. Il y a des gens qui commencent à étudier l'impact de l'architecture d'une maison sur la prise alimentaire. Et maintenant, on a des cuisines américaines ouvertes sur le salon. Et ça pousse à manger davantage. C'est vrai. Hein. Parce qu'on a juste à tendre la main. Alors que quand la cuisine est séparée par une porte et un couloir, c'est vrai. Ça il y a une incite sorte moins de cassure entre les deux. Parce que si vous regardez un match de foot, vous allez peut-être, alors là je rigole un peu, mais vous aurez peut-être, vous vous dites, il faut que je me lève, que j'aille dans le couloir, que j'ouvre la porte. Chercher la pizza et la bière. Si vous avez un open space et que en restant dans votre fauteuil, vous avez juste à tendre la main. mais en plus, c'est sérieux, il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est l'influence de l'architecture sur notre façon de consommer. Ça m'étonne pas. Hein, le fait que ce qu'on appelle la faim environnementale aussi, c'est le fait de savoir qu'un aliment n'est pas très loin, on va en avoir envie, puis on va aller le chercher parce qu'il est accessible. Plus c'est facile d'accès, plus ça peut pousser à consommer. C'est exactement ça. Ouais, super. Bon, je vous rappelle le titre du livre d'Anthony, qui est dans les, je vais dire les bacs, comme ça. Ouais, dans les bacs. Dans les bacs, depuis maintenant juin 2017. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est l'interview quasiment 2 ans après sa sortie. Voilà. On avait déjà fait une interview. Où comme tu me disais, j'ai eu l'honneur de faire l'une des premières interviews. On l'a fait ensemble. Où tu as pu vraiment t'exprimer, prendre le temps. C'est toi qui m'as lancé. Ouais, écoute, je suis très très honorée. Merci beaucoup. Je suis vraiment très contente. Et je te dis, moi j'ai acheté le bouquin dès sa sortie. Je l'ai dévoré je pense en 1 ou 2 journées. J'ai vraiment adoré. Et puis c'est blindé de références scientifiques. C'est du bon sens avant tout. Parce qu'en fait, quand on dit c'est basé sur des données scientifiques, ça rassure les gens, mais écoutez quand même votre intuition et le bon sens. Il n'y a pas que la science dans la vie. Il ne faut pas que la science soit dogmatique non plus. Donc, je veux dire, il y a aussi. Il y a plein de scientifiques qui racontent des conneries. Donc... Non, mais je veux dire, c'est très important ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a aussi le ressenti, c'est-à-dire que l'intuition compte. Si on ressent, par exemple, qu'en mangeant tel aliment, on se sent moins bien, et que ça n'a pas été démontré par la science encore, il ne faut pas se dire tant que ça n'a pas été démontré, alors je vais continuer à le manger. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc il faut aussi, il ne faut pas que la science devienne dogmatique et nous rende prisonniers. Il faut aussi que l'intuition ça compte. On peut ressentir des choses individuellement. Et puis l'intuition ça compte. Donc si on attend que la science démontre toujours tout avant de faire quelque chose, on fera rien ou on continuerait de faire beaucoup de bêtises. Des fois il y a des urgences et il faut aussi agir. Complètement. Là l'idée c'est vraiment de revenir à notre instinct animal, je veux dire, parce que nous sommes quand même à la base des animaux doués de conscience et d'intelligence on sait ce qui est bon pour nous. Ouais. Donc Pour revenir sur l'exemple de la science, par exemple, on parle de l'effet cocktail des additifs. Mais on sait très bien que la science ne pourra jamais étudier l'effet cocktail. Parce il y en a combien 300 je vais vous expliquer pourquoi. Donne des chiffres là. Il y a 375 additifs si on compte les dérivés. Donc si on fait toutes les combinaisons possibles d'additifs en fonction de la dose, c'est des milliards et des milliards de combinaisons. Donc on voit bien que là, la science ne pourra jamais tout décortiquer. Donc si on dit, tant que la science n'a pas démontré l'effet cocktail, je continue à en manger plein. Et je continue. Donc là, on a un exemple parfait où il faut faire appel à son bon sens. S'il y a des doutes, des alertes, ou qu'on commence à observer des choses, comme on ne pourra de toute façon pas étudier jamais de manière exhaustive l'effet cocktail, après il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. Et donc s'il y a des doutes,
Par exemple, moi, si on me dit que tel quartier n'est pas sûr, mais que ça n'a jamais été vraiment démontré, mais qu'on a des doutes, peut-être j'éviterais d'envoyer mes enfants dans le quartier. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Voilà. Complètement. Voilà, écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur l'évolution qu'il y a eu pendant ces 2 ans entre la sortie de ton livre et aujourd'hui. Et oui, parce que après la réflexion, elle continue toujours à avancer. Il y a toujours des éléments nouveaux. C'est parti pour des années, de toute façon. Il y a toujours des études scientifiques nouvelles qui permettent aussi d'affiner sa pensée, de présenter les choses des fois sous un autre angle auquel on n'avait pas pensé. Donc, et puis, il va y avoir encore davantage d'études, je pense, qui vont être publiées sur les aliments ultra transformés, donc qui vont permettre aussi d'enrichir le discours pour l'avenir. Super. Merci beaucoup, Anthony. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et dès que je t'ai parlé de cette interview, tu m'as dit avec plaisir. Et je suis vraiment ravie, une fois de plus. Et moi, je te dis, je partage complètement ton message. Mais moi, en 2 ans, tu vois, il y a des nouveaux changements, même dans mon alimentation. Mais voilà, il faut s'écouter, il faut voir en fonction de son évolution et faire les choses aussi à son rythme et comme on peut. Ne vous culpabilisez pas, vous faites tous de votre mieux avec le temps dont vous disposez, les finances dont vous disposez. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ça va la lumière, ça prend du lent. Non, ça va. Les paniers de fruits, c'est bon.